Saluto a tutti, ringraziabili di ritrovarci alla via Stella per la rivista di l'attualità di questa settimana. Avec nous sur ce plateau aujourd'hui Jérôme Souzine de RCFM. Bonjour Jérôme. Jérôme Paoli de Parole de Corse. Bonjour. Et puis notre invité du jour, Jean-Baptiste Luccioni, maire de Pedrouzé, l'ancien conseiller territorial. Bonsoir et merci de votre présence parmi nous. Alors, vous êtes un des rares maires de Corse à avoir participé à ce grand débat voulu par Macron pour tenter de désamorcer la crise sociale qui touche la France. Ici, en Corse, c'est un échec sur toute la ligne, des cahiers de doléances inexistants dans la plupart des communes, ou alors vides lorsqu'ils sont à disposition, peu de réunions, et là encore, lorsqu'il y en a, peu de monde, 5 personnes à Ajaccio, une vingtaine dans le Cap, un peu plus à Linguicette. On écoute d'ailleurs quelques participants au débat du Cap. Les gens vont s'exprimer, vont dire la même chose que ce qu'ils disent depuis 20 ans, ça n'a jamais été écouté. Je suis très contente que les citoyens participent. Par contre, je ne pense pas qu'on sera au final écouté par les élus de la présidence de la République. Pas beaucoup d'illusions des participants, puis un désintérêt manifeste en Corse en tout cas. Comment vous l'expliquez ? Je pense que c'est aussi des années et des années d'abandon de la vie politique, où on a laissé la place aux réseaux sociaux, on a laissé la place à l'individualisme et collectivement, que ce soit dans le monde du travail, le monde syndical ou dans le monde politique, on a déserté le terrain de la démocratie. Et c'est un vrai besoin. Moi, j'entends l'appel des Gilets jaunes aujourd'hui dans ce cadre-là, vraiment, à travers les grosses difficultés que vive la population au niveau national et au niveau local aussi, puisque on a quand même aujourd'hui une partie de la population et un cinquième de la population qui vit sous le seuil de pauvreté en Corse. Donc à un moment donné, il faut qu'on réagisse. À travers ça aussi, c'est aussi le lieu et l'espace démocratique qui n'existe plus. Et c'est en ce sens que, avec le conseil municipal, on a souhaité redonner un peu de sens à l'action politique, redonner un peu de vie et permettre ce qu'on a connu en d'autres temps et en particulier en Grèce à travers l'agora. Voilà, donc c'est aussi le creuset de la démocratie qui doit être remis à l'ordre du jour et permettre à tous de participer à vraiment une démocratie participative et associative. Oui, mais on sent les réticences des gens. En fait, ils ne croient pas du tout qu'ils seront écoutés. Mais lorsqu'ils votent, d'une certaine manière, on ne les écoute pas. Pourquoi est-ce qu'on les écouterait plus aujourd'hui quand ils parlent ? Alors, moi, je pense que tout simplement, les gens ont quand même une certaine confiance avec les élus de proximité. Là, je pense que le président de la République a influé sa réflexion en redonnant cette partie justement d'échange et de débat avec au niveau des collectivités locales et en particulier des mairies. Donc là, c'est vrai qu'on a ce contact quotidien et les gens sont en phase. Et c'était un peu les échanges que nous avions à Pietrozelle la semaine dernière. Les gens disaient que les impôts locaux, on savait comment ils étaient dépensés, on pouvait aller trouver les élus puisqu'on vivait au quotidien avec eux. Par contre, c'est cette courroie de transmission entre le local et le national qui n'existe plus. Et donc, et même, je dirais que l'exemple des députés qui n'ont plus cet ancrage local suite à la loi, ça déconnecte encore plus. C'est pas le cas de la Corse. Les députés corses, bon... C'est-à-dire que les députés corses, très honnêtement, ils sont beaucoup à Paris et très peu en Corse. Voilà, parce que ils sont totalement, ils travaillent énormément sur leurs dossiers, ils avancent, ils ont même réussi à monter un groupe politique. Donc c'est pas simple aussi pour être entendu au niveau de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a des règles de fonctionnement qui sont ce qu'ils sont. Oui, ils travaillent, mais pour autant, le retour après de l'action publique au niveau de l'attendu du quotidien des personnes est pas facile. Et on vit en plus dans une société où on est sur l'immédiateté. Donc un projet qui est pensé aujourd'hui à l'échelle d'une collectivité quelle qu'elle soit, il voit le jour dans 5 à 7 ans. Et c'est aussi cette attente et ces règles qu'il faut, je pense, changer en termes de partie réglementaire et législative. Il faut évoluer parce que l'attente est beaucoup plus rapide. Jérôme Paoli, la Corse est quand même vraiment à part. Durant des décennies, elle a contesté parfois violemment la politique de l'État, y compris dans le domaine social. On se rappelle des très grands conflits. Et alors que le mouvement là est national partout en France, la Corse elle ne participe pas ou alors très peu. Quelle explication vous donnez vous ? Déjà, le mouvement des Gilets jaunes en Corse est inférieur à celui qu'on a au niveau national. Donc j'allais dire presque mécaniquement, il est assez normal que les gens participent moins au débat que sur le continent. Et encore sur le continent, je ne suis pas sûr qu'il y ait un succès qui soit naturel. Il est très orchestré.
Deuxième élément, moi, qui me paraît important, c'est que les manifestants ne sont pas des gens qui sont dans l'extrême précarité. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 25% des Corses qui étaient au niveau du seuil de pauvreté, c'est pas des gens qui sont dans les manifestations, c'est plutôt des personnes qui sont à des niveaux moyens. Donc on retrouve pas, ça c'est assez normal. Moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que les informations que vous récupérez vont vraiment être écoutées ? Moi, j'aurais tendance à dire que si les grands débats contribuent simplement à retisser du lien et à redonner vie à la démocratie, ce sera déjà une réussite. Oui. Voilà. Pour moi, mais est-ce que vous ne participez pas à la campagne électorale de Macron pour les européennes? Parce que c'est un des reproches qu'on fait aujourd'hui à Emmanuel Macron. On dit qu'il se paye une campagne pour les européennes, j'allais dire, pour parler un peu trivialement, aux frais de la princesse. Est-ce que vous ne rentrez pas dans ce processus-là en organisant les débats, justement? Je pense qu'on va quand même avoir confiance dans la population et le peuple, le laisser réfléchir, avoir son libre arbitre. C'est-à-dire que c'est deux temps complètement différents qui sont aujourd'hui, un au mois de février et l'autre au mois de mai. On voit très bien que l'immédiateté est tellement importante que chaque fois qu'il y a une échéance électorale, à quelques mois de l'échéance électorale, on a du mal à discerner quel va être le candidat ou la liste qui peut arriver en tête. Donc, et même les instituts de sondage ont de plus en plus de mal parce que ça varie très très vite. Donc oui, c'est sûr qu'il faut pas avoir de langue de bois. Aujourd'hui, il y a une grande campagne de communication qui est menée par le gouvernement et en particulier par le président. Il ne faut pas agir à manger. Et vous la relayez localement. Il faut avoir conscience. Après, oui. Moi, j'assume totalement le choix de vouloir aussi, à travers cette campagne de communication, dire, dedans, il y a quand même, dans le fond, il y a quelque chose de bien. Ne nous arrêtons pas à la forme, parce que oui, la forme, elle peut être discutée. Au moins, allons travailler sur le fond avec la population. Non, simplement, Jérôme Parly, Emmanuel Macron ne va pas gagner les élections européennes à Pietrozele. Hein, c'est pas le cœur de l'électorat. Non, c'est pas l'épicentre de l'élection. Mais bon, on lui a reproché à ce gouvernement, à Emmanuel Macron, de rester wait and see avant que ça ne pète réellement. Aujourd'hui, on lui reproche de discuter. Bon, moi, je pense qu'il faut peut-être aussi admettre qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a une volonté de peut-être forcer, certainement forcer. Au moins orchestré. Il faut l'organiser, parce que sinon, c'est la rue. Donc, il faut l'organiser. Tout à l'heure, Jean-Métis a dit, les gens votent, mais... Non, le problème, c'est pas ça, c'est que les gens ne votent plus. Oui, ils votent quand même. Il y a quand même des élections où ils ont participé. On peut regretter le taux d'abstention, mais ils ont quand même voté et de façon assez claire. Les taux d'abstention sont extrêmement forts et on le retrouve peut-être dans ces salles vides finalement. C'est que les gens ils sont en train de se détacher, mais alors cruellement de plus en plus de la politique. C'est peut-être là. Pourquoi? Il y a peut-être une des explications. Il y a peut-être aussi le fait que les citoyens, etc., ont d'autres espaces d'expression maintenant, ont d'autres moyens de régler leur quotidien, ont d'autres moyens, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les machins. On dénonce, on crée des mouvements. Les gilets jaunes sont nés comme ça, par les réseaux sociaux. Ils ont d'autres moyens. Ils n'ont plus besoin du politique. Là, il y a 900 000 participations sur le réseau Internet dans le cadre du grand débat national. Oui, enfin, c'est des clics, hein, c'est pas des participations comme veut bien le dire le gouvernement. Bon, moi, je préfère des clics. Je préfère des clics au clac. Mais cela dit, il y a 6 000, ils disent, le gouvernement affirme, il y a eu 6 000 réunions. Bon. Les gens, effectivement, doivent se demander, mais je ne pense pas qu'ils se posent beaucoup la question. Ils voient beaucoup de gesticulations. Je ne sais même pas s'ils s'intéressent à ce qui se passe derrière aux élections européennes, parce que dans tout ça, on n'en parle même pas des élections européennes. C'est le flou le plus abstrait. Les grands enjeux de l'Europe, ils sont complètement dissous dans cette grande discussion. Alors, qu'est-ce que ça va donner? C'est la grande question. Qu'est-ce que va donner ce débat national? Que va donner ce mouvement des Gilets jaunes? Mais quand on discute, c'est déjà un bon point. Donc il faut prendre les choses dans ce sens-là, je pense. Qu'est-ce que vous attendez? Comment vous la voyez, la sortie de crise, vous? Parce qu'il risque d'y avoir une déception in fine quand Macron aura fait ses choix. Je pense que, quoi qu'il arrive, il y aura une déception, parce que les attentes sont tellement, en termes de questions qui ont été posées, en termes d'attentes au niveau des personnes, c'est carrément le grand écart. Donc il y aura obligatoirement, quelque part, une déception pour une grande partie des gens. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens que vous rencontrez, la priorité principale? La priorité principale aujourd'hui, si on prend la commune de Pietrozele, elle est très très loin des attentes et des priorités qui sont au niveau national, puisque la priorité c'était sur
le premier thème étant la partie fiscalité, était sur réguler la fiscalité pour que les personnes de la classe moyenne haute soient un peu moins impactées au niveau, parce qu'on a tous l'impression que au niveau de ce débat, il y avait tous l'impression que c'était cette classe qui était la plus impactée, la plus atteinte et la plus contributive au niveau national. Parce que dans votre salle, il n'y avait que des gens de cette catégorie sociale. Tout à fait. Si demain il y avait des gens de la catégorie inférieure, ils auraient dit exactement la même chose. Exactement. Donc c'est un malaise général. C'est-à-dire que moi, le malaise, il est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt commun. C'est-à-dire que plus personne ne réfléchit à l'intérêt collectif, tout le monde regarde son intérêt individuel et a l'impression que faire la somme des intérêts individuels va faire l'intérêt commun. C'est ça qu'aujourd'hui... C'est insoluble, ça. C'est en ce sens que je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Donc le débat, oui, très bien, mais au moins remettons les gens autour d'une table, remettons les gens à la parole libre. Est-ce que ce n'est pas une absence d'État? C'est-à-dire que cette solubilité, ces problèmes-là de diffusion, de trucs pas très clairs, etc., ça veut dire qu'il n'y a pas de sommet, finalement. Ou alors le sommet le sommet est en apesanteur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus cette construction pyramidale qui doit se faire. Et je pense que justement, et c'est de ce que j'avais décrié dans d'autres temps sur la volonté de l'État de travailler, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir des solutions qui doivent être prises au plus près du terrain. On doit aller vers plus de décentralisation. Et ça, les gens sont prêts à l'accepter. Voilà. Et ça, Macron. Mais on est tout à fait d'accord, Jean-Michel. C'est exactement. Vous qui l'avez soutenu. Vous êtes quelqu'un de gauche, il ne fait pas une politique de gauche. Il s'est présenté comme Girondin, c'est un ultra-jacobin. On est à front renversé complètement. Là. Complètement. Alors, après, dans le terme soutenu, on pourrait avoir un petit débat et des petites nuances, parce qu'aujourd'hui, j'ai volontairement choisi d'être suppléant de Jean-Charles Orsouz, qui était candidat LREM aux législatives. Après, je n'ai pas apporté mon soutien au président dans sa campagne, et c'était plus une vision locale à travers ce qu'on pouvait aussi imaginer, et aussi des engagements qui ont été pris par le candidat, qui ne sont pas mis en œuvre par le président. Donc voilà, il y avait aussi cette volonté de décentralisation, cette annonce de direction girondine qui a totalement changé quand le candidat est devenu président. Donc c'était aussi en ce sens. Et c'est, je pense, là, par subsidiarité, qu'on doit arriver quand même à faire que, et ça, toutes les personnes que je rencontre, que ce soit à travers les grands débats ou en échangeant dans la vie quotidienne, quelque part, les gens ont une acceptabilité des décisions locales, une acceptabilité des choix qui engagent les élus de proximité et même jusqu'aux élus régionaux, ça oui, parce qu'il y a cet échange possible. Aujourd'hui, ils pensent qu'il y a des sujets qui devraient être traités territoire par territoire. Et j'ai cette conviction depuis très longtemps qu'à un moment donné, la partie doit être remontante et ne doit plus être descendante. Et ça, c'est une organisation à remettre en place. Alors justement, deuxième sujet d'actualité, mais il est lié au débat qu'on vient d'avoir, c'est la mobilisation des salariés cette semaine du secteur public qui alerte l'opinion, les élus, sur les fermetures annoncées des trésoreries dans le rural. Mais au-delà des trésoreries, c'est la disparition progressive de l'ensemble des services publics. Il manifestait à Ajaccio cette semaine. On écoute un des responsables syndicaux. Alors la préfète n'a toujours pas connaissance du projet de réorganisation que devait lui soumettre la directrice régionale, Madame Assouline. Et bon, elle a quand même quelques éléments, Madame la préfète, on l'a tenue au courant depuis quelques semaines. Et d'ores et déjà, elle nous a dit et nous a affirmé qu'elle était totalement opposée au projet de restructuration tel qu'il est prévu dans les textes, à savoir des suppressions en quasi-totalité des trésoreries et des services des impôts des particuliers. Alors la Corse a pourtant été classée en zone montagne. Celle-ci prévoit entre autres d'assurer la pérennité de ses services publics, leur accès, leur qualité et puis leur proximité. On fait tout le contraire. Alors vous, ça vous le touche peut-être pas. Pedrosé, vous n'êtes pas tout à fait une commune isolée de l'intérieur, mais... Alors oui, c'est vrai que à titre individuel et en tant qu'élu, je suis un peu moins touché par la chance d'avoir administré une commune qui a un peu de moyens et qui a surtout la possibilité de mettre en œuvre le service public et donc de donner à la population, et on en donne beaucoup, et c'est notre volonté politique d'avoir la possibilité de donner le plus possible de services publics pour que les gens puissent vivre sur ces territoires qui sont quand même un peu éloignés des centres urbains.
C'est certain. Aujourd'hui, la problématique liée à des décisions nationales au niveau des différents gouvernements, la RGPP, voilà, qui est mis en œuvre maintenant, donc la régulation des services publics, la diminution de toute cette partie justement où les services et les administrations étaient au plus près du terrain et donnaient vraiment cette action qu'on a en droit d'attendre dans les missions régaliennes de l'État. Et ben, tout ça disparaît de plus en plus. Donc, mais c'est aussi, tout à l'heure, on échangeait sur l'intérêt du vote ou pas du vote. Quand un candidat s'engage en disant qu'il va réduire le nombre de fonctionnaires de façon drastique, ben, quelque part, quand il est porté aux responsabilités, il ne faut pas attendre qu'il ne fasse pas ce pourquoi il a été élu. Donc, Puis avec une dimension supplémentaire, c'est qu'on ne peut pas dire on va augmenter les impôts avec justement les problématiques que ça peut poser. À un moment donné, il faut que l'État aussi réduise la dépense. Donc c'est une équation qui est très très compliquée. Suppression des fonctionnaires. Quand on a 1200 milliards de dettes, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère? Après, je pense qu'il y a aussi il y a le problème budgétaire, mais il y a aussi de répondre aux attentes de la population avec des besoins quand même qui ne sont pas... Il y a aussi notre logiciel qu'il faut peut-être revisiter un petit peu. Il y a un Premier ministre qui était venu, qui avait dit que la France était en faillite. On a beaucoup de contribuables. La France. Voilà, mais par contre, on a peu d'usagers. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que quelque part, il faut aussi que la personne qui contribue à la vie d'un service public, ça peut être tout simplement la personne qui l'utilise. Donc on peut aussi aller chercher des recettes au niveau comment dire, des personnes qui sont l'utilisateur. Donc c'est-à-dire essayer de changer un peu le logiciel avec, au lieu de simplement s'appuyer sur l'impôt, s'appuyer aussi sur les personnes qui seraient utilisateurs. Donc là, on a un maire qui est heureux parce que c'est un maire du littoral, même s'il a un village... Partie montagne. S'il a un village qui n'est pas vraiment en montagne et qui est d'ailleurs très joli. Je sais pas si l'autre jour. C'est l'histoire. Voilà, c'est effectivement l'histoire. Mais il y a de maires malheureux. Parce que le grand problème, ce n'est pas tellement de savoir combien on va supprimer de trucs. C'est pour la Corse. Le grand problème, c'est la question du rural. Parce que c'est foutu, c'est fini, c'est terminé, ça fait longtemps. On vient à chaque fois, moi ça fait des années que je viens là, je ne vais pas me vieillir, mais ça fait que je vois Jean Vitus, je ne vais pas le vieillir non plus. On se pose la question, que fait-on pour le rural? Mais c'est foutu aux idées, basta, c'est fini. On construit des centaines d'appartements, mettons sur Ajaccio, des dizaines d'immeubles. Et il n'y a pas que les gens de l'extérieur qui vont s'y installer, il n'y a pas que les vacanciers de passage qui vont acheter un appartement pour le louer de temps en temps ou l'occuper très peu. Il y a beaucoup de gens des villages qui vont venir s'y installer parce que c'est très dur. Il reste plus grand monde dans les villages. Et oui, mais justement, c'est très dur d'y vivre. C'est même insupportable de vivre dans un village. Alors ça dépend des villages. Il y a des villages qui ne sont pas forcément des villages de bord de mer où on peut avoir de la qualité de vie. Où ça? Le mien, par exemple. Et c'est pas par rapport... C'est pas le mien. Moi, je vois mon canton. C'est compliqué. Vous avez des gens qui... C'est un canton proche d'Ajaccio. Non, qui est près de Corté, en face de Corté, le canton de Piéligord. Il y a des gens qui montent le week-end, il y a des gens qui sont venus s'installer après la retraite. Donc on sent qu'il y a une redynamisation de ces villages. Pour une raison, moi, qui me paraît importante, c'est que les villages, ils vont maintenir la qualité de vie. Et qu'on n'a plus en zone urbaine et périurbaine. Ça devient infernal, Ajaccio, Bastia, il y a des embouteillages toute la journée. Donc les gens qui sont habitués à vivre en Corse, ils cherchent cette qualité de vie. Et les villages, c'est aussi la préservation de toutes les valeurs de la Corse. Donc moi, je ne suis pas si pessimiste que vous. Après, pour des gens qui recherchent la qualité de vie, il n'est pas dit qu'à un moment donné, progressivement, c'est pas à court terme, c'est à moyen terme, et ben on se dit, quand on commence, plutôt que de se dire on va se trouver dans une banlieue, et ben on va aller 10 ou 15 kilomètres plus loin, 20 km, et puis petit à petit, ça peut peut-être se reconstruire. Mais moi, je pense que c'est des personnes qui font ce choix de s'éloigner des centres urbains, elle est aussi importante parce qu'ils ont connu aussi des services et ils veulent bien s'éloigner, mais en contrepartie, il faut qu'on leur apporte aussi des services. Et ça, je pense que ça peut aussi faire l'objet d'un travail collectif et bien entendu remontant sur l'organisation de la solidarité. C'est-à-dire qu'à travers les communautés de communes, comment on met en place des solidarités pour qu'à l'intérieur des territoires, eh bien, on puisse trouver des maisons de santé, on puisse trouver des crèches, on puisse trouver des écoles. Voilà, c'est aussi... Ça demande des moyens, ça demande des financements. Or là, il y a encore une polémique entre les... Est-ce que c'est l'offre qui crée la demande ou la demande qui crée l'offre?
Oui, mais ça, c'est non, mais économiquement. Voilà, est-ce qu'on met une poste dans un canton moi, je pense en amont ou est-ce qu'on la met une fois qu'il y a les personnes? Je pars du principe qu'il faut mettre les services publics en priorité et l'action publique et les parties infrastructures pour que les personnes puissent venir s'installer. Donc c'est voilà, un plan Marshall de l'intérieur. Oui, c'est presque un plan Marshall. Aujourd'hui, eu égard aux finances de la France, aujourd'hui, vous pensez que c'est quelque chose qui est envisageable? Là, il y a encore une polémique avec les collectivités locales. André Léniel, qui est le président du comité des finances locales, a dit que 19 000 collectivités sont impactées par la réduction des aides. Oui. Ce n'est pas une politique qui va dans le sens que vous préconisez. Oui, et puis moi je pense aussi que quelque part il faut aussi avoir le courage de se regarder dans le miroir et dire les choses. C'est-à-dire, malgré tout, la décentralisation, ça a conduit à de l'embauche publique de façon importante au niveau des fonctionnaires territoriaux. Donc voilà, et ça... C'est du social. Oui, et non, parce que derrière ce social a un coût qui impacte de façon durable les contribuables, et donc en créant une embauche, ça veut dire que c'est de l'investissement qu'on ne fait pas, et c'est derrière, on prive collectivement les gens de services publics à terme. Donc il y a aussi, quand on parlait aussi d'engagement, il y avait l'État, alors bien, pas bien, on s'en fiche, on ne va pas juger, mais l'État a souhaité contractualiser avec des collectivités. Moi, je l'ai fait parce que, pas vis-à-vis de l'État, je m'en fiche, mais vis-à-vis des gens de la commune et des contribuables, leur dire qu'on souhaite maîtriser l'argent qu'ils nous confient. Donc, quelque part, on a signé un contrat en disant que dans les 3 années qui venaient, on n'avait pas augmenté le budget de la commune de plus de 1% par an. Donc, voilà, 1,2% sur 3 ans. Sauf que, il y a 17 communes sur tout le niveau national qui ont signé ce contrat alors qu'elles n'étaient pas obligées. Donc au niveau national, pas au niveau local, il y a 0 commune en Corse qui l'ont fait. Donc ça veut dire que quelque part, même les élus de proximité, on a aussi ce travail à faire pour être encore plus comptable vis-à-vis de nos administrés, de l'argent qu'on nous confie, quoi. Je veux dire, c'est de l'argent public, quoi. Il faut à un moment donné le dépenser au mieux et quelque part pas simplement penser à sa réélection tous les 6 ans. Alors, dernier sujet de la semaine, cette conférence de presse de Corsigalib. On parle de politique cette fois-ci. Ajaccio, mercredi, le mouvement indépendantiste a voulu rappeler à l'exécutif à ses devoirs à l'égard des électeurs en remettant en avant les fondamentaux du nationalisme qui tardent à se concrétiser, même partiellement, au profit d'une gestion un peu laborieuse de l'institution. On écoute Lisa Maria Boli de Corsigalib. Nous sommes arrivés aux responsabilités en 2015. Nous avons trouvé une situation calamiteuse à la collectivité de Corse. Nous avons dû, dans un premier temps, assainir, bien évidemment, cette gestion, remettre un petit peu de l'ordre, pour parler familièrement. Mais nous sommes là aussi pour rappeler au peuple corse que notre formation politique, Corsica Libera, et PA Corsica en règle générale, n'oublions pas nos fondamentaux et nous sommes là, face à ce déni de l'État, pour prendre nos responsabilités et le rappeler aux Corses. Alors, sur l'essentiel des revendications nationalistes, que ce soit la langue, le foncier, les transports, les institutions, rien ne bouge. Alors, peut-être parce que l'État aussi n'y est pas favorable, mais nationalistes aussi ne sont pas dans la capacité d'impulser une autre politique, Jérôme Souzin. Oui, enfin, Corsica Libera, mais ils le savent qu'ils sont à l'exécutif, eux aussi. C'est bien. Ils sont en position un peu difficile. Ils sont en position difficile. Non, c'est bien. On a l'impression que là, ils sont tout d'un coup dans une espèce d'opposition. Ça leur manquait, certainement. Un peu le Parti communiste avec François Mitterrand. Voilà. Donc, c'est un aiguillon. C'est bien. Ça fait avancer, ça fait certainement avancer les choses. Bon, cela dit... Ils n'ont pas tort sur un certain nombre de critiques, non plus. Ils n'ont pas tort. Moi, je préfère franchement qu'il y ait des règlements de compte par voie de conférence de presse démocratique que les règlements de compte qu'on a connus à une époque entre les mouvements nationalistes, évidemment. On n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est sûrement pas là aujourd'hui, et effectivement, c'est le jeu démocratique et ça fonctionne. Ça veut dire que même au sein de cette famille politique, il peut y avoir de la critique. Cela dit, je veux quand même un peu soulager ceux qui sont critiqués. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu la tâche facile, dans le sens où, je parle le côté, on a récupéré des trucs, j'en sais rien, moi, ce qu'ils ont récupéré, même si je le sais un petit peu. Mais c'est surtout le côté, il y a eu l'an passé tout un tas de discussions, de trucs qui ont plombé et de mise en place de cette collectivité qui ne s'est pas encore finie. C'est vrai que la tâche a été ardue. Mais dans le communiqué de presse ou dans la communication, ils tiennent compte justement de cette fusion de la collectivité en disant que l'exécutif, c'est pas aussi simple que ça, et que je pense qu'on aurait mis n'importe quelle personne à la tête de l'exécutif. Cette fusion des 3 collectivités, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Là, ce qui est un peu gênant,
c'est que ça montre une division, ça montre des divisions, il faut parler clairement, par voie de presse. J'allais dire, le linge sale, quelquefois, c'est un peu en famille. Là, peut-être que Corsica Libera est en train de se dire aussi, on est à 2 ans des échéances électorales et il va falloir des résultats. Donc c'est un lancement de campagne. Donc il y a un mélange un peu de tous ces éléments qui est un peu compliqué. Jean-Baptiste Lejeune, pour la conclusion, comment vous jugez la mandature nationaliste? Très vite. Alors très vite, d'abord je ne me permettrai pas de juger, parce que je ne sais pas du tout... Vous êtes un homme politique. Oui, mais je ne suis pas juge, donc je suis un électeur, voilà. Et donc aujourd'hui c'est une mandature difficile, elle a été coupée en 2, elle est très courte, il y a énormément d'évolutions, donc il y a la partie justement collectivité unique qui s'est créée, la collectivité de Corse, donc c'est pas simple de mettre tout ça en synergie. Moi, je suis en phase avec les sujets qui ont pu être évoqués, hein, la terre, le foncier, tout ça, tout. Par contre, après, je pense qu'il faut aussi avoir vis-à-vis des électeurs, avoir une visibilité de l'objectif et des valeurs et de qu'est-ce qu'on veut porter pour l'avenir. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Messieurs, merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Ci vedremo a settimana che bene. Buonasera. J'ai pas On va faire quelques images. On peut parler. Hein. Là, c'est enregistré par contre. Oui, non, mais Corsica Libre est emmerdé parce que d'un côté, elle est présente.